Hey. J'ai oublié de... J'ai pas de casque. C'est pas grave. Ok. Qu'est-ce que... Là, on est en 2024. Ouais, Ouais. déjà bonne année. Mais ouais. Bonne année. Même si vous allez voir sûrement ce podcast genre un peu plus tard que genre janvier. C'est Mais toujours en tout cas, c'est le premier épisode de Oui, la donc, nouvelle année. Ouais, voilà, donc bonne année. 2024, une nouvelle année de renouveau, de plein de choses. Nouvelle résolution. Ouais. Vas-y, Mélodie. 2024 the plot. non, en vrai, en résolution de l'année, c'est peut-être pas for the plot, mais juste en mode. Ouais, vivre en fait. Non, mais ouais, en fait, vivre et arrêter de se conformer à tout. Genre. C'est bien ça, de arrêter de se conformer. C'est pas mal. Moi, résolution, on va dire d'être exigeante vis-à-vis de moi-même, mais sur ce qui compte. Genre, en mode de si je suis intéressée par quelque chose, me pousser à fond et genre mener mes projets à bien, mais justement des projets artistiques qui m'intéressent, qui sont qui me font grandir et tout, et pas par exemple m'angoisser pour rien par rapport à genre je sais pas mon apparence ou des trucs un peu qui me bénéficient pas quoi. Ouais, C'est bien. ça c'est bien, ouais. Moi, au début, je m'étais dit, ok, je vais pas avoir de résolution et tout. Je crois que j'en ai pas vraiment. Mais en tout cas, mis à part que j'aimerais bien que cette année, j'aimerais bien voyager pas mal. Ça, c'est une bonne résolution. Genre rencontrer des gens et marquer en fait d'une manière ou d'une autre à travers l'audio, la photo ou quoi. Juste le fait que je sois partie à de tels endroits. Voilà, Ouais. ça ce sera ma résolution. C'est super, Ouais, c'est une bonne c'est trop bien. On dit genre une résolution pour le podcast un peu genre et genre juste pour vous raconter un peu ce que nous on s'est dit sur comment on voyait cette année pour le podcast et genre parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait d'épisode et du coup on a quand même continué à réfléchir à ce qu'on projetait et donc voilà qu'est-ce qu'on s'est dit du coup pour qu'on allait être plus actif et moins actif. Non, mais qu'on allait poster moins d'épisodes parce que les cours et parce qu'en fait on n'arrivait pas à gérer avec le temps, mais qu'on allait proposer de nouveaux formats qui nous correspondraient mieux parce qu'ils seraient plus courts et plus faciles à faire dans les temps impartis. Voilà, donc n'hésitez pas du coup à aller checker nos réseaux sociaux. Je fais la pub, mais il faut bien la faire. Non, allez voir nos réseaux et tout, parce qu'on va poster du coup de nouveaux formats qui sont très intéressants tous. Donc voilà, n'hésitez pas à checker sur Insta et TikTok. Salut. Oh, c'est trop bien. Je suis grave nostalgique. Ok. Alors, en ce nouvel premier épisode de la nouvelle année, nous allons parler d'un sujet qui est le féminisme finalement. Comment nous, en tant que personne, en tant que jeune femme, on a notre rapport en fait au corps, au féminisme et à tout ce qui se passe en société parce que c'est une question politique aussi. Donc moi, je vais vous poser déjà une première question. Est-ce que déjà vous pouvez me partager des exemples concrets de changements positifs que le mouvement féministe a apporté à la société ? Simone Veil. Bah oui, ok, ouais. En plus, en fait, on en a un peu parlé hier, mais du coup, la loi de Simone Veil. sur l'avortement. Ouais, ça c'est un exemple, moi je trouve que c'est un super exemple parce que l'enjeu de pouvoir faire nos propres choix pour nos propres corps, c'est exactement ce qui est symbolisé par la loi qui légalise l'avortement. Et puis je suis en train de réfléchir à
Le droit de vote. Il y a le droit de vote pour les femmes. Mais justement, je trouve que ce mouvement, il est intéressant pour autre chose, outre le fait que c'est une avancée ultra importante que la participation des femmes dans la démocratie, parce que bon, on aimerait bien que tout le monde soit entendu, voilà, même si c'est pas le cas aujourd'hui, mais bon, autre sujet. Mais en fait, il y a aussi le fait que les suffragettes, elles se battaient pas uniquement pour ça, mais pour beaucoup d'autres droits aussi, et en mode pour une égalité plus globale que simplement le droit de vote. Et je trouve que c'est important de le rappeler parce qu'en fait, bien sûr, c'est toujours brandi comme la victoire féministe. Alors, bien entendu, je dis pas que c'est pas une victoire féministe du tout, bien au contraire, mais le fait que ce soit qu'une de leurs revendications a été mise en place, mais pas toutes, montre qu'il y a eu une avancée, mais qu'il y en a encore à faire. Et puis, je trouve qu'une autre avancée du mouvement féministe, c'est juste que le mouvement féministe provoque, on va dire, c'est que dans le domaine par exemple de la recherche ou de l'histoire par exemple, que les questions elles se posent sous un nouvel angle, pas pour tout le monde, mais juste qu'on voit qu'il y a des gens qui écrivent on va dire par exemple l'exemple typique c'est Mona Chollet qui a écrit sur les sorcières et sur l'amour aussi, mais voilà, juste que c'est un bon exemple pour montrer que le féminisme il apporte aussi une nouvelle grille de lecture de notre passé et de notre présent. Même vestimentairement parlant, si on peut parler de l'évolution vestimentaire où les femmes à l'époque n'avaient pas le droit du coup de porter de pantalon et que maintenant on est autorisé, enfin pas partout, mais en vrai c'est quand même un combat qui se fait toujours. Enfin même il y a quelques années il y avait des problématiques par rapport aux filles qui portaient des crop tops au lycée où j'ai eu des amis qui ont été renvoyés du collège et tout parce que c'était trop provoquant ou pour certaines personnes, mais je trouve que quand même on évolue dans la société sur l'habit que la femme peut ou peut pas porter, même si ça devrait pas forcément être une question, mais bon, comme ça l'est. Je trouve que quand même cette évolution elle est intéressante et c'est vrai que on est plus... Enfin, en tout cas, on a plus de choix vestimentairement parlant qu'à l'époque, même si on n'est pas forcément capable ou on se sent pas forcément de porter tout parce que soit on se sent pas en sécurité ou soit on sait qu'on sera jugé, mais au moins on a le choix de pouvoir porter ce genre de choses alors qu'à l'époque c'était pas possible, quoi. Moi je reviendrais juste sur un mouvement pour répondre à la question, je pense que ce serait le mouvement MeToo. Parce que c'est pour moi une sorte de petite révolution de se dire qu'il y a un mouvement qui peut répondre à une justice qui n'est peut-être pas faite dans un milieu sociétal qu'est le nôtre et donc qui peut être fait autrement. Et concrètement, aujourd'hui, quand il y a des gens qui ont une personnalité, qui en fait ont une influence aujourd'hui, comment à partir du moment où il y a des femmes, où il y a des gens qui ont envie de se réveiller, il y en a qui commencent à tout simplement dire ce qu'elles ont vécu ou ce qu'ils ont vécu, comme aujourd'hui c'est pris en compte par la société et intérieurement dans les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux, pardon. Et malgré tout, ce mouvement MeToo, il y a quand même pas mal de trucs. Là, récemment, par rapport à Depardieu, on a un président de la République qui aussi prend position par rapport à ce qu'il a dit. On a des personnalités politiques qui sont toujours dans une situation telle qu'elle est parce que ils sont ministres ou quoi. On a des acteurs, on a des réalisateurs. Enfin, on se dit que dans tous les cas, même s'il y a des gens qui parlent, même s'il y a des femmes qui parlent, malgré ce genre de mouvement, c'est pas véritablement pris en compte au sein même d'une justice, mais ça existe. Et je pense que ça, c'est pas mal comme mouvement. Ouais. Juste une petite anecdote comme ça, parce que c'est drôle d'en parler. Genre, le mouvement MeToo, ma mère, elle a été dans une des campagnes, en mode, il l'avait pris en photo et il l'avait mis sur des affiches. Voilà, c'est tout. Je trouve ça drôle parce que, voilà. Ouais, à l'époque où, tu sais, il y avait un autre truc à Bastille et tout, ou République, je sais plus, mais c'était là tout le temps.
ils prenaient des photos des gens et tout avec une pancarte et tout, et genre bref, ils avaient pris des gens et ma mère en faisait partie, il y avait Ok. voilà, c'est tout. Genre, Bien. juste parce que je trouve ça drôle, enfin drôle, bref. Ouais. Mais en vrai, juste par rapport à ce que tu dis, genre, juste si je peux me permettre de rebondir, je trouve que un apport, on va dire, du mouvement MeToo, malgré que ce soit pas. Il y ait quand même des grosses lacunes dans la société, c'est le fait que ça puisse encourager à créer des espaces d'échange et de dialogue, notamment pour les personnes qui ont, par exemple pour des victimes de violences sexuelles qui ont besoin d'en parler. C'est quand même, je trouve que ça c'est un point positif de, c'est un peu simplifié ce que je dis, mais d'avoir conscience que prendre la parole sur des choses aussi violentes et de pouvoir échanger et aussi avec des gens qui peuvent nous comprendre, je trouve que, pas que ce soit totalement nouveau avec MeToo, mais juste, je pense que ça a permis de prendre une ampleur plus importante, quoi. J'aurais peut-être dû commencer par ça, mais si je vous dis féministe, vous pensez à quoi? Ou féminisme, plutôt, vous pensez à quoi? Égalité. Ok. Ouais. Moi, je pense à révolution. Ouais. Et pour moi, le féminisme, ça me fait penser à une émancipation du cadre qui nous enchaîne un peu, du cadre qui est imposé par soit les lois ou les codes sociaux, ou genre plein d'éléments qui selon moi ne permettent pas, que ce soit les hommes ou les femmes d'ailleurs, d'être libres. Mais du coup, pour moi, c'est relié à l'émancipation. C'est relié au collectif, nécessairement, pour moi. Et à la révolution, parce que je pense qu'en fait, le féminisme, c'est un... en mode, il y a un engrenage avec beaucoup d'autres systèmes d'oppression. Et que je pense que si on veut une libération, une révolution féministe, je pense qu'elle doit être globale et genre sociétale, et pas et prendre en considération les inégalités, mais en mode genre aussi par exemple les inégalités au travail, ou genre les discriminations genre homophobes, transphobes ou racistes, ou voilà. C'est pour ça que je dis révolution, parce que je pense que la façon dont notre société fonctionne doit être changée de fond en comble. Ok, ouais, ça me paraît bien complet. C'est un truc que j'ai vachement vu, et c'est une question, je pense, dans le mouvement féministe, c'est concrètement, est-ce que potentiellement cette révolution, quand elle sera faite et quand il y a des choses concrètes qui seront faites directement, est-ce qu'il faudrait inclure les hommes, ou au contraire cette révolution elle doit être faite que par des femmes? Mélodie, je t'en prie. En fait, ça me fait rire parce qu'il y a quelques années, j'ai fait un faux documentaire sur la révolte des femmes. C'était dans le cadre d'une activité extrascolaire où il fallait qu'on fasse un faux documentaire, donc un documentaire qui n'existe pas, c'est du faux de fond en comble. Et du coup, j'avais choisi donc la révolte des femmes. Et l'histoire de ce documentaire, c'était... en fait, le fin fond du documentaire, c'était... Je parlais de la réalité virtuelle. Et que, en gros, donc, des années plus tard, donc imaginez dans genre 50, 60 ans, peut-être même plus, bref, une société avait créé un jeu vidéo pour pouvoir mettre en...
nous montrer quelle était la condition des femmes à une certaine époque. Et en gros, en fait, tout a débuté à cause de cette révolution, où donc les femmes se sont révoltées et ont pris le pouvoir. Ont pris le pouvoir pendant, je crois que c'était 1 ou 2 ans, enfin 1 ou 2 années, enfin bref. Mais c'était pas genre très long parce que... Enfin, en fait, dans mon idée, enfin dans mon idéalisme, en tout cas à cette époque-là, donc j'ai quand même vachement changé, mais voilà, je m'étais dit que les femmes étaient plus matures que les hommes et que du coup, elles ne pourraient pas garder le pouvoir trop longtemps et qu'elles se diraient que c'est injuste. Enfin, elles auraient la conscience de l'injustice que les hommes n'avaient pas auparavant. Et que du coup, après avoir pris le pouvoir par la force, comme les hommes l'ont fait plusieurs fois, mais tout le temps en fait, elles auraient créé un nouveau pouvoir, enfin un nouveau gouvernement, un nouvel État, où où les femmes et les hommes étaient également répartis dans le pouvoir. Et du coup, il y avait des présidents genre dans chaque pays et c'était des femmes et des hommes. Genre t'avais 2 présidents, femmes et hommes. Ok. Où du coup, bah, en fait, sur des questions plus qui concernaient la femme, bah, il y avait certaines personnes qui seraient plus capables de répondre et inversement pour l'autre. Et donc en gros, t'avais donc ce jeu de réalité virtuelle où du coup là on vit dans un monde un peu utopique où donc les femmes et les hommes gouvernent ensemble. Il n'y en a pas un qui est plus que l'autre et du coup bah les femmes elles sont très bien traitées comme les hommes quoi, ce qui fait que du coup on sait pas ce que c'était à l'époque quand les femmes vivaient le calvaire qu'elles peuvent vivre et du coup bah il y avait donc ce jeu vidéo là qui avait pour but de rappeler aux personnes quel était le passé des femmes et tout ce qu'elles avaient parcouru parce que oui évidemment quand elles ont été parce que aussi je me suis dit c'est pas possible de parce qu'en fait même et je le pense toujours maintenant je pense que c'est pas possible de peut-être c'est possible mais il faut pas être rancunier de prendre le pouvoir et de directement le partager. Je trouve que c'est très compliqué tu vois quand t'as vécu pendant des années genre quelque chose qui était dur ou t'as été comment on dit Soumis, Oppressé. ouais voilà Opprimé. oppressé voilà ça c'est compliqué de après être en mode non mais viens on est tous ensemble genre apaisé. voilà je pense que il faut qu'il y ait cette révolution là et que les hommes payent un peu pour ce qu'ils ont fait non mais parce que toujours dans ce faux documentaire pendant les années où les femmes étaient au pouvoir les hommes ils souffraient un peu genre il y en avait quelques-uns qui étaient envoyés dans les camps non je rigole non mais pas de non mais genre en mode il y avait un redressement masculin genre ils avaient des cours de genre en mode tu dois respecter la femme et tout des bails comme ça c'est pas des trucs où genre il y avait femme nation quoi du tout rien du tout à voir avec ça mais c'était plus par rapport par rapport à l'éducation et au fait que oui par contre les femmes étaient au pouvoir les hommes n'étaient pas au pouvoir donc c'est à dire qu'en fait juste il y avait un switch en fait juste pour que les hommes se rendent compte de ce que les femmes avaient vécu et que comme ça quand ils reviendraient au pouvoir dans cette égalité il y aurait pas de je veux avoir plus parce que je sais ce qu'on a vécu tu vois et on a vécu dans la merde et je comprends et du coup j'accepte de faire ce partage de pouvoir parce que vous avez vécu ça pendant des années et nous on a vécu ça pendant que 2 ans tu vois genre juste pour qu'il y ait un peu tu sais quand tu racontes à quelqu'un que tu vis un truc un peu difficile et que la personne te dit ouais je comprends alors que la personne ne vit pas du tout ça bah non tu peux pas comprendre donc mets-toi 5 minutes à ma place et après on pourra avoir une réelle discussion tu vois du coup c'était un peu ça mon optique et en vrai elle a pas tant changé que ça malgré que j'ai grandi peut-être que ça devrait être moins radical parce que j'étais quand même plus en colère plus en colère tu l'es moins ouais parce que en fait non je suis toujours en colère non je suis juste en fait je suis moins je suis plus réaliste déjà aussi voilà mais aussi je suis juste en fait je grandis et je pense que tout ne doit pas se résoudre par la violence même si je suis quand même pas une fan mais genre il y a quelques avis où je suis tranchée à 100% et ça doit impliquer de la violence on pourra en reparler plus tard mais tu sais de quoi je parle mais voilà mais pour le coup je pense que c'est important que les femmes puissent avoir le pouvoir suprême, je sais pas si on peut dire ça comme ça. Ultime quoi. Ouais, ultime, mais pas, ça a pas besoin d'avoir un temps de 2 ans ou quoi, mais juste parce que je pense que c'est important que les hommes puissent se mettre à notre place, parce qu'en fait, ils l'ont jamais fait, même si on leur explique tout, en fait, c'est facile tu sais, qu'on t'explique quelque chose, si tu n'es pas empathique assez pour totalement le vivre, genre en fermant tes yeux ou quoi, tu peux pas exactement savoir ce que c'est de vivre ça, et je pense que si
les hommes pourraient... Enfin, après, là, je fais une généralisation, évidemment, tous les hommes ne sont pas comme ça. Non, parce qu'on les connaît, hein. Non, mais moi, je suis pas comme ça. Oui, c'est bon, on a compris. Ok, Gérard. De toute façon, c'est pas toi le sujet. Oui, mais en fait, je comprends pas les gens qui se sentent attaqués, tu vois. Si c'est tu n'es pas comme ça, tant mieux pour toi, genre. Enfin, genre, c'est bien, tu vois. Oui, je vois pas la nécessité à le formuler, en fait. Mais tu vois, le truc, tu sais, le truc men are trash, genre, les hommes, ils sont au bout de leur vie. À chaque fois qu'on en parle, je me dis, mais c'est chill, baby. Juste, genre, enfin, pardon, non mais... Non, mais on est d'accord. Oui, de façon... Enter, genre, le nombre de... Enfin, genre, juste le nombre d'hommes qui pensent, même s'ils l'affirment pas, que, genre, toutes les femmes sont des salopes. Enfin, genre, je veux dire, ou sont, genre, des sous-humaines. Enfin, genre, je veux dire, c'est pas juste parce que nous, on a osé le dire que vous le pensez moins, enfin... Oui, en plus, sachant que, franchement, c'est quand même nous plus une joke qu'autre chose, quoi. Enfin, ça devrait pas forcément l'être, mais ça l'est quand même. Genre, men are trash, c'est genre... C'est un peu une traîne, enfin, c'est pas... Mais c'est aussi les gens le pensent pas réellement. Mais c'est aussi l'idée que c'est, genre, quand on parle de men, c'est un groupe social. Oui, et c'est genre, c'est l'idée que c'est... Enfin, que c'est systématique, enfin, que c'est systémique, pardon. Et que du coup, genre, quand tu es né et éduqué comme homme, tu vas forcément avoir une vision et, genre, enfin, et un privilège différent que quand tu es né et éduqué comme femme. C'est plus ça, ça veut pas dire que individuellement, tout, genre, on va tous vous écraser, vous tuer, genre, mais non, mais juste, ça veut dire que, genre, vous avez tous été socialisés d'une façon différente qui vous donne une place plus importante dans la société. Oui, exactement, mais c'est exactement ça. C'est le truc de même si tu le sais pas, même si tu penses pas en avoir conscience, en fait, inconsciemment, t'as intériorisé des choses. Enfin, ici, moi, j'ai été biberonnée dans le sexisme, c'est-à-dire que moi, j'ai un frère jumeau, on n'a pas été éduqués de la même manière, tu vois. Et c'est un fait, c'est un constat. Et malgré ça, non, bah, faut pas arriver en mode non, mais moi, je suis pas du tout comme ça. Bah, si, en fait, il y a des choses que t'as intériorisées, il y a des trucs où tu vois, t'es en train de parler avec une meuf, tu lui coupes la parole, ou tu vas lui expliquer que, en fait, tu vois, bah, le domaine où toi t'es spécialisé, et ben non, moi, je connais mieux le truc que toi. Bah, non, en fait. Non, tout ça, c'est des choses qui font qu'en fait, encore une fois, il y a encore, on va devoir toujours se justifier. Alors moi, il y a quelque chose qui m'est arrivé il y a quelques semaines, il faut que je le dise. Bref, je vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, j'étais en train de parler de philo, et il y a un mec qui connaît pas spécialement la philo plus que ça, tu vois. Et en fait, on était en train de parler d'un philosophe, et il a voulu m'expliquer ce que le philosophe disait. Alors qu'en fait, excusez-moi, j'adore la philo et tout, mais tu m'expliques pas ça, en fait. Je sais, genre ça, je l'ai appris l'année dernière, enfin c'est bon, c'est ancré, je le sais. Et là, je l'ai écouté pendant 20 minutes en me disant « Ah non, mais en fait, tu penses très mal, c'est pas comme ça, c'est pas ce qu'il voulait dire et tout, mais il a voulu dire ça, il a voulu dire ça. » Et j'étais en mode, bah, déjà, c'est contresens, voilà, on l'apprend. Au-delà de ce fait, t'es en train de m'expliquer un truc que je connais déjà, et t'es en train, encore une fois, de me montrer que ta domination, t'es en train de me montrer juste que, oui, toi, tu sais mieux les choses, d'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi, et pourtant, c'est une personne qui m'a l'air assez ouverte et qui est plutôt quelqu'un qui réfléchit, tu vois. Mais malgré ça, il faut toujours, ou je sais, genre, un mec qui me dit... qui va me parler d'un sujet et je vais dire ouais je connais. Ah ouais vas-y bah prouve-moi que tu connais. Il va poser une question. Mais on est où là? On est où? Et ça prouver à qui genre prouver à qui mais en fait surtout genre t'es pas le maître suprême de cette situation. Oui, donc... voilà, et puis moi si toi tu connais tout genre. Ouais c'est ça. Et puis si moi je t'affirme que je connais la chose, bah ok. Enfin, je vois pas la nécessité, encore une fois, de devoir le prouver que je... Déjà, qui es-tu, en fait, pour que je te prouve quelque chose à toi? Même si je connais pas le sujet, genre peut-être quand je te dis ça, j'ai pas envie de savoir, en fait. Ouais. Donc laisse-moi tranquille, en fait, et fais demi-tour. Genre, c'est tout. Ouais, c'est ça. Non, mais... Alors, deux choses. Première chose, quand je disais révolution, je parlais pas de genre un jour, tout le monde prend les armes et le lendemain, c'est bon, ça... Parce que pour moi, la révolution féministe a déjà commencé depuis bien longtemps. Et ça se fait étape par étape par plein de petits groupes, plein de mouvements qui des fois se rassemblent, des fois font leur truc à leur échelle locale, plus ou moins et tout. Et je trouve que ça justement c'est génial de voir comment avec les gens autour de soi, à notre échelle, avec les choses qui nous concernent à nous, parce que c'est les choses les plus pertinentes au final par rapport à nos vies, de voir genre comment on peut faire évoluer les choses. Et parce que ça peut pas partir du tout pour aller au... Enfin, je sais pas, c'est ma vision, mais en mode... c'est quand on prend conscience des petits problèmes qu'après on peut élargir et se poser des questions plus conceptuelles et plus larges, quoi. Enfin, de mon point de vue, bref. Et aussi, je voulais dire un autre truc, c'est que, genre,
pour moi, le féminisme, il englobe tous les genres, c'est-à-dire aussi les genres qui ne sont pas binaires, homme ou femme, je voulais juste préciser parce que, genre, au début, on a parlé beaucoup de femmes et moi, j'ai beaucoup dit femmes aussi, mais je parle aussi des minorités de genre parce qu'il y a des personnes qui sont perçues comme femmes mais qui ne le sont pas. Voilà, je veux juste préciser. Dans tous les cas, le féminisme, même par rapport juste aux hommes, genre c'est important. C'est pas. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à dire le féminisme, c'est un truc, les femmes, les folles, là, genre, qui veulent tout avoir et tout. C'est comme ça que c'est perçu par la société et je trouve ça dommage parce que c'est un peu un combat de tous, en fait. En tout cas, oui. De base, oui, c'est censé être un peu une recherche d'égalité. Et je tiens à parler de quelque chose, c'est peut-être un peu problématique, mais je le dis quand même. Marine Le Pen. Je suis à 100% sûre qu'elle n'a pas été élue, pas parce qu'elle est raciste, mais parce que c'est une femme. Genre, et j'en suis persuadée, et je mettrai ma main à couper, que si ça n'avait pas été une femme, elle aurait été élue à la place de Emmanuel. Ok, moi je rebondis pas sur ce que tu viens de dire, mais sur le faux documentaire que tu as fait. Ah oui. Parce que je trouve qu'il y a quand même une belle notion que tu mets en avant, c'est la façon dont en fait une femme, là dans ton documentaire, de dire qu'une femme va quand même partager le pouvoir avec un homme. Là où en fait aujourd'hui... mais oui, c'est vrai, tu vois, c'est-à-dire que, et je pense que pour peut-être beaucoup, mais ça ne paraît pas logique de prendre une décision pour un homme ou sur le corps d'un homme. J'ai fait ça, j'avais 12 ans, voilà, je tiens juste à dire voilà. C'est quand même assez ouf de se dire qu'aujourd'hui, il y a des décisions qui sont prises sur le corps de la femme, ou sur le corps en fait de certaines d'une grande majorité en fait de cette terre par des hommes blancs cis hétéros. Donc je remets en question la sexualité de notre président. Oui, c'est vrai. Bon, je trouve que c'est quand même intéressant de dire que tu vois à un âge comme celui-ci, tu te poses et tu arrives à te dire ok, concrètement en fait on va partager le pouvoir. Ça paraît logique, on va partager le pouvoir. On va partager le pouvoir parce que dans tous les cas, généralement, nous on est conscient que en fait il y a une charge mentale qui existe. Et donc on est conscient que il y a des choses qui sont faites et que forcément on aimerait bien que ce soit partagé pour que ce soit bien fait. Même, est-ce que je peux te dire juste, attends, désolé. Oui, vas-y. En fait, je trouve, c'est bizarre de dire ça comme ça, mais en fait, c'est un peu comme une famille, genre de base, en fait, une famille, tu fais avec deux parents, genre, n'importe quel sexe soient les parents, mais c'est deux parents, en fait, tu n'es pas censé, il y en a, ils ont pas le choix, mais de base, dans la construction du truc, c'est difficile d'élever un enfant seul, en fait. C'est pour ça que même, je me dis, sur le fait d'avoir, étant une personne qui a été élevée par un seul parent, genre c'est compliqué. Je dis pas que c'est pas bien, je vais très bien, genre, mais c'est plus compliqué que quand t'as deux parents parce que comment dire, j'arrête. En fait non, je pense qu'il faut peut-être genre il y a des gens qui veulent un enfant et qui l'ont genre seul parce que c'est un choix et tout, mais je pense qu'il y a une importance en tout cas d'avoir des piliers autour de soi. Oui, voilà, c'est ça, mais des piliers importants. Je veux dire quand même, je tiens à quand même appuyer sur la chose que c'est beaucoup plus simple quand il y a deux parents, genre, ou trois, ou je sais pas, genre, mais en tout cas quand la personne est aidée, genre, mais aidée plus que juste des gens que la personne voit de temps en temps. Alors c'est hyper marrant ce que je dis parce que vraiment genre avant de venir j'ai écouté un podcast Arte qui s'appelle Horloge biologique, on s'en pose des questions ou un truc comme ça tu vois, et c'est une femme qui disait qu'elle avait fait elle a voulu un enfant, donc elle remet en fait la question de concrètement est-ce qu'on fait un enfant pour l'humanité ou en fait est-ce que c'est un petit peu plus personnel mais aussi elle remet en question les notions de psychanalyse de pourquoi en fait il faut faire un enfant, pourquoi les femmes généralement elles se posent à partir d'un certain âge, elles se disent ok il faut que là j'ai une famille et en fait elle dit qu'il y avait une nécessité quand tu faisais un enfant seul parce que t'en avais envie, parce que t'en ressentais le besoin ou quoi, d'avoir des piliers en fait autour de toi pour ne pas se retrouver seule, c'est-à-dire est-ce que tu as une grand-mère ou un papy qui va garder les enfants, qui va garder ton gosse parce que toi t'aimes le cinéma et que du coup elle expliquait qu'elle était une grande fan de cinéma et que vraiment s'asseoir dans un ciné 2 heures devant un film mais complètement merdique, il y avait même une grande nécessité à ça tu vois, et qu'elle se dit que bon si elle était avec son gosse elle aurait dû aller voir La Patte Patrouille ou elle aurait dû genre quitter la salle de ciné parce qu'il se serait pas bien tenu et tout, et donc toutes ces notions là
rentre en compte aussi avec une question sociétale, c'est-à-dire concrètement, est-ce que économiquement on peut se permettre d'avoir des enfants parce qu'en fait on n'a pas l'argent d'aller prendre une babysitter ou d'aller l'emmener à la crèche et tout. Enfin bref, donc je sais plus pourquoi je dis ça. Parce que je parlais du fait que deux parents... Ah oui, donc en gros, moi, en tout cas, moi, ma position, c'est que il faut juste dépiler, en fait. Après, sur la notion de comment tu veux faire ton gosse... Oui, en fait, oui. Donc, oui. Mais c'est l'idée qu'il y ait multiples piliers à l'image de... si on prend à une échelle plus grande, genre... pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas de multiples piliers voilà, aussi dans l'organisation de en fait, c'est juste parce que je parlais des parents, parce que je référais au fait que j'avais... Enfin, à l'époque, j'étais en mode, oui, deux présidents, en fait. Ok, donc, d'accord. Mais... Ah oui, ok, sur la construction d'une famille. Oui, voilà, c'est ça. Parce que, comme si la société ou le peuple, enfin bref, étaient les enfants ont besoin de plus que d'un seul représentant, en fait. Parce que tu peux pas... c'est difficile de se construire avec un seul exemple, je pense. Ouais. Ok, je comprends. Moi j'ai une question, j'enchaîne, mais en quoi le féminisme est-il lié à d'autres mouvements sociaux tels que le mouvement LGBT, qui a plus, ou la lutte contre le racisme? Tu peux reposer ta question, s'il te Ok. plaît? En quoi le féminisme est-il lié à d'autres mouvements sociaux tels que le mouvement LGBTQIA+, ou la lutte contre le racisme? Je comprends pas trop la question. En gros, pour moi, la question c'est le féminisme, comment il s'emboîte avec d'autres luttes, d'autres mouvements pour qui recherchent une égalité, mais dans d'autres domaines, du coup. Je peux dire un truc. Enfin, du coup, je peux développer. Dans l'idée, je trouve que en fait, le premier lien que moi je fais entre les luttes, c'est genre par rapport aux personnes, c'est-à-dire que bien sûr, il peut y avoir une femme qui est une femme blanche, bourgeoise, privilégiée, et que donc qui se sentirait concernée uniquement par ce qu'on peut appeler du white feminism, mais genre par un féminisme qui rechercherait dans le sens le plus basique de l'expression l'égalité entre les hommes et les femmes. Mais genre, je critique pas cette formulation, mais enfin, pour en débattre, mais juste genre, je veux dire que ça peut être interprété dans l'idée de ne pas prendre en compte les autres paramètres qui affectent les gens. Et genre, par exemple, moi je vais prendre un exemple auquel je peux relate, duquel je me sens concernée parce que je vais pas parler pour les autres, mais genre par exemple on va dire pour le mouvement genre queer, LGBTQIA+, notamment genre déjà les gens vus comme femmes ne sont pas nécessairement des femmes, mais au-delà de ça il y a des femmes qui sont lesbiennes juste tout simplement. Et aussi je trouve que le mouvement féministe il rejoint aussi un mouvement de mon point de vue contre l'exploitation capitaliste, parce que quand on voit les femmes qui travaillent, qui sont prolétaires, juste on se rend compte de l'accumulation des discriminations. Et pour moi ça se relie en ça, dans le sens que il y a très peu de gens qui sont uniquement affectés par exemple le sexisme ou la misogynie. En réalité ça concerne très peu de gens qui sont affectés que par une des choses, et de mon point de vue encore une fois, mais genre en fait si on veut que tout le monde soit libéré, il faut prendre en compte le fait que tout le monde est traversé par différents paramètres qui les différencient des autres ou qui les rapprochent des autres, etc. Ok. Oui, c'est tout. Okay. Moi, je rebondis avec ce que tu dis, en même temps pour essayer de rapporter une réponse perso, mais je pense que c'est
il y a un lien, c'est vraiment la nécessité de reconnaissance en fait. De très simplement, voilà, il y a ces gens-là, il y a ces personnes-là, il y a ce groupe d'humains, ce groupe d'individus qui vivent des choses qui sont déjà pas normales, qui doivent essayer d'être un petit peu mis en lumière. Et c'est ce que Judith Butler, en fait, dans son livre Défaire le genre, elle explique très bien. Avec toute cette communauté, toute cette, ce qu'on appelle minorité, même si je sais pas si vraiment on peut dire qu'ils sont toutes minoritaires. Mais c'est cette nécessité de reconnaissance, comment aujourd'hui en fait on met en lumière ces gens-là, comment aujourd'hui en fait très simplement, j'en ai discuté récemment avec 2 personnes qui me disaient mais pourquoi il y a des personnes qui insistent pour l'écriture inclusive. Et en fait, j'expliquais moi personnellement que l'écriture inclusive, elle était très importante parce que à travers l'écriture, c'est la langue française qui change, donc ça doit être, c'est une reconnaissance, c'est un moyen de reconnaissance énorme pour ces personnes-là de se dire, bah, littéralement, ok, aujourd'hui, bah, on peut utiliser IL sans que ce soit choquant, on peut mettre un point ES pour inclure le féminin, ça va pas mettre de barrière ou quoi, ou même on peut tout coller, tu vois, mais comment aujourd'hui il y a une nécessité à le faire pour reconnaître ces individus comme étant vraiment des gens à part entière et pas comme si non mais dans tous les cas c'est la même chose, on y pense, on dit auteur même si on s'en fout, non autrice tu vois, enfin, vraiment on marque ce trait où et du coup Judith Butler elle explique vraiment très bien cette nécessité de reconnaissance, ce truc qu'il faut se remettre en question, en fait il faut remettre en question les choses qui nous paraissent complètement normales en fait. Juste parce que sinon on part du principe que bon on a été élevé avec un père, on a été élevé avec une mère, on nous dit que depuis tout petit on est un mec, on nous dit que depuis toute petite on est une meuf et qu'on doit porter ci, on doit porter ça. Bah oui mais il y a des choses qui sont complètement logiques, qui sont comme ça, on est conditionné ainsi et on peut pas remettre en question ces choses et là ça pose un sérieux problème en fait. Et c'est ce qu'elle explique très bien dans son livre. Voilà. Juste, est-ce que je peux en 2 spi rebondir sur par rapport à l'écriture inclusive? Ouais. Par rapport à quelque chose que j'ai entendu beaucoup de fois, on m'a beaucoup posé, la question a beaucoup été posée, j'ai déjà eu l'échange avec des gens mais en fait pourquoi ça devrait pas être le combat principal. Alors ce que j'aimerais bien répondre, parce que juste tant qu'on y est, allons-y. Bah oui. C'est que les gens que moi j'ai connus et que je connais qui pratiquent l'écriture inclusive, qui l'utilisent, sont des gens dont le combat ne se limite pas à ça. Enfin, moi je connais personne, personnellement, après je connais pas tout le monde, donc bien entendu je vais pas dire que c'est le cas de tout le monde, mais de l'impression que j'ai eue, c'est qu'il y a vraiment très peu de gens qui ne se battent que pour l'écriture inclusive, et en plus, c'est pas le truc de... Enfin, on peut se poser la question de, ok, comment est-ce qu'on utilise un point médian ou est-ce qu'on utilise un slash, des parenthèses. Enfin, on peut se poser des questions comme ça, et c'est des questions intéressantes à se poser, mais je pense que les gens qui mettent l'écriture inclusive au centre sont justement les gens pour qui ça pose problème et qui se prennent la tête avec ça beaucoup plus que les gens qui l'utilisent au quotidien et pour qui c'est devenu une habitude parce que juste d'une vision différente de la prise en compte de tout le monde. Enfin, bref, c'est ça que je veux dire. Ouais, bon, un peu dans tous les cas, ça reste quand même une lutte en fait. C'est triste que ça doit l'être parce qu'au final, on n'est pas vraiment des minorités. Si tu mets toutes les minorités ensemble, on fait plus que la majorité. Ah ouais. Et en fait, je trouve ça quand même. De devoir lutter pour juste en fait qu'on nous entende ou juste avoir une place correcte. En fait, c'est déjà beaucoup demandé. Et c'est vrai, comme tu disais, que en fait, on est quand même tous un peu touchés par tout parce que même si tu n'es en fait je pense que tu peux même pas être que touché par une seule des choses parce que dans tous les cas tu côtoies des gens qui vont être touchés par une autre des luttes et donc dans tous les cas en fait tu peux pas être indifférent de la personne de quelqu'un d'autre, surtout si c'est ton ami ou si c'est quelqu'un que tu as des rapports sociaux, ça forge ta culture et ça forge ton idéo, ouais ça se dit ça. Ouais. Une idéologie, ouais, bien. Ouais, enfin bref, ça te forme quoi. Donc oui, qu'est-ce que je pouvais rajouter ? Ah oui, je voulais aussi rajouter un truc, enfin je sais pas si c'est hyper
important. Mais en fait, je trouve qu'il y a aussi des discriminations que on parle pas trop. Il y a la discrimination du coup raciale, que je tiens aussi à préciser que le racisme, c'est pas que envers les noirs, parce qu'on a tendance à... Voilà, même si je dis pas que c'est moins important, je dis juste qu'il faut quand même englober tout le monde, quoi. Mais je parlais juste de la discrimination, c'est qu'il y a des discriminations pour tout ce qui ne rentre pas dans les codes sociaux de la société, qui nous ont imposés. Et en fait, ces codes sociaux, ils sont quand même différents dans chaque pays, dans chaque culture. Donc par exemple, je sais pas comment expliquer, mais genre c'est possible, tu disais de se sentir concerné par une seule des luttes par exemple, mais de aussi avoir des discriminations sur son physique ou sur les choses, ou sur comment on parle, ou sur les choses qu'on aime, parce qu'on vit on vit en France. Et je trouve que c'est quand même ça c'est des discriminations qu'on voit aussi assez régulièrement en fait, genre de la vie de tous les jours, tu vois, par exemple le fait d'être trop grand ou quoi, genre même en fait des fois genre même le fait d'être trop gros genre ou quoi, par exemple tu peux pas genre dans un avion tu peux pas mettre ta ceinture ou quoi, en soi c'est une sorte de discrimination si quelqu'un te donne pas un rajout de ceinture, tu vois, ce genre de choses, ou si t'es trop grand tu peux pas passer dans un truc, genre bref, il y a des discriminations de la vie de tous les jours qui font des fois plus mal que je dis pas que je veux pas faire un classement oui, bien sûr. de lutte ou quoi, mais je dis juste que je trouve que c'est important aussi d'en parler parce que c'est aussi des choses qui nous touchent des fois plus que parce que comment expliquer ça, c'est pas forcément tous les jours que on va être insulté par rapport à comment dire, les luttes qui sont hyper importantes, j'aime pas, c'est compliqué à trouver les mots, désolée. Attendez, j'essaie de trouver un bon truc bien, je sais pas si vous voyez où est-ce que j'ai envie d'aller. Genre il peut y avoir des choses pour lesquelles qui nous constituent, pour lesquelles on est discriminé, Oui. mais qui sont pas nécessairement qui font pas nécessairement l'objet d'une lutte, oui, mais qui nous touchent autant voire plus que... Mais parce qu'en fait je vais parler du racisme parce que je l'ai en tête là maintenant. Je parle du coup du racisme anti-noir, genre en fait je dis c'est beaucoup plus c'est plus rare d'être insulté du N-word dans la rue que de certains petites discriminations que tu vas avoir de tous les jours. Et donc en fait je dis pas que du coup l'un est plus important que l'autre, mais c'est juste que c'est vrai que des fois on a tendance à oublier genre des fois les petits détails parce qu'on veut s'intéresser au gros du problème. Mais je parle même dans le racisme, il y a des petites discriminations de genre de... je sais pas comment expliquer. Des micro-agressions, voilà, comme ça. ce genre de choses. Où je trouve que genre c'est dans ces détails-là qu'il faut aller arracher, je sais pas, genre... travailler sur ces détails-là parce que en général, le gros du problème, ça arrive pas tous les 4 matins. Les gens qui sont tués par la police parce qu'ils sont d'une certaine couleur de peau, ça arrive beaucoup trop, mais ça arrive pas autant que des petites discriminations sur le fait que, par exemple, tu ne vas pas avoir ton bail d'appartement parce que tu n'es pas de la bonne couleur de peau, ou parce que tu es trop gros, ou parce que parce que tu n'as pas le genre qu'il faut, ou parce que tu n'as pas la bonne orientation sexuelle ou quoi, ou juste physiquement ou mentalement, où tu vas dire un mot qui va avoir un peu trop d'accent dedans, tu vois. Bref, je veux dire, genre, et je sais pas pourquoi je voulais dire ça, mais je voulais juste le notifier en fait, et j'en ai parlé beaucoup trop. Non, mais c'est intéressant. Je vais notifier un autre truc parce qu'il m'est arrivé un truc trop bizarre il y a une semaine. Je suis partie me balader avec mon oncle et on a marché un peu dans Paris et on s'approche du quartier latin parce que je sais pas, on passe dans le quartier latin et là on voit la Bravem et tout, et donc on se dit ah tiens il y a une manif, on va y passer, tu vois, genre voilà. Et en fait on avance et tout, et moi je capte de loin qu'en fait c'est pas là une manif, c'est un peu chelou avec des drapeaux royalistes et tout. On s'y approche et tout, et mon oncle il me demande
pour des raisons évidentes, mais il me demande est-ce que je veux quand même traverser la manif. Parce qu'il prenait pas toute la rue, enfin, il laissait les trottoirs, vous voyez. Limite, la Bravem était en train de faire la manif avec eux, mais bon, passons. Non, mais c'est assez affligeant. Et en fait, on passe et tout, et je crois que c'est la première fois où j'ai failli me chier dessus, en fait. Littéralement, ils m'ont regardé. En fait, ils manifestaient parce que c'était à cause de la racaille que Lola était morte. C'était à cause de la racaille que tous les blancs de France sont morts. Et moi, je suis passée comme ça, petite métisse, et je regarde, et j'étais avec ma capuche noire. Enfin, j'étais avec ça, en fait, j'étais avec ma capuche. Et je passe et tout, et je fais... Et j'avais la bouche vraiment ouverte. Et franchement, j'ai eu très peur, parce que je me suis dit... En fait, ils avaient le regard noir, ils étaient cagoulés, ils me frappaient, il y avait la Bravem derrière. Mais je me sentais absolument pas en sécurité, vous voyez. Et je sais pas pourquoi je dis ça, mais c'était vraiment très particulier comme sensation. Et c'est là où je me dis, quand même, il y a un vrai problème qu'il y ait des gens qui se sentent en toute impunité de traverser les rues de Paris et de parler comme ils le font. Bon, après, il y a eu des insultes misogynes, etc. Mais vous imaginez bien que bon, c'était à cause de la racaille, c'était à cause des Arabes et des Noirs que les gens sont morts. Et voilà. Oui, juste, genre, pour rebondir sur ce que tu dis, pour revenir sur la question du féminisme qui recroise, qui s'entrecroise avec d'autres mouvements, justement, je trouve que c'est important de prendre en compte ça, que le féminisme peut avoir des liens avec d'autres mouvements, parce que, justement, par rapport à ce que tu dis, il y a des... soi-disant féministes, je ne veux pas délégitimer quiconque parce que je ne suis personne pour, mais on va dire que je suis pas d'accord avec ces personnes et que je les qualifierais pas personnellement de féministes, mais bon voilà, qui utilisent s'affichent comme féministes, mais par exemple pour revendiquer des choses xénophobes ou racistes, par exemple, oui, les femmes se font violer aujourd'hui parce qu'il y a de l'immigration, par exemple. Bien sûr, on sait tous que c'est la raison. Enfin, je veux dire, c'est très très grave ce dont on parle, donc je vais pas rire, mais juste ça paraît un peu absurde comme argumentaire. Mais donc pour moi, c'est important de prendre en compte, genre que quand on parle de féminisme, on parle pas que de genre des femmes et des hommes, mais dans les minorités de genre, il y a plein de gens différents. Et aussi dans les hommes, en fait, il y a plein de gens différents qui sont affectés par le patriarcat, mais de plein de façons différentes. Et c'est pour ça, justement, que les féminismes doivent être pluriels. Bah, si. Je pense que je vais être sur la dernière question. Ouais. Qui va demander, je sais pas, parce que même moi je l'avais pas préparé, mais si demain vous aviez le pouvoir en France, en l'occurrence, et qu'on vous disait, ok. Jamais de me dire ça. Et qu'on vous dit concrètement, vous avez le droit de faire une réforme, une loi. Une seule. Qui pourrait changer ou quoi. Elle n'est pas obligatoirement obligée que ce soit quelque chose de féminisme. Ok. Juste en général, si vous deviez changer quelque chose, qu'est-ce que ce serait? Et dans l'idéal, l'expliquer tout, le pourquoi du comment. Une seule loi, c'est hyper dur. C'est ultra dur. Ce serait pas qu'on en fasse 3, genre comme 3 vœux d'Aladin. Non, une. Vraiment, c'est... Moi, je crois que j'en ai un. On est tous... Ouais, vas-y. Ouais, okay. Oui, mais c'est très compliqué. Mais en fait, je pense, en vue de ce qui se passe, par rapport à ce grand froid, évidemment, moi, je pense que si on devait faire quelque chose, c'est vraiment de mettre tout le monde à l'abri, qu'il y ait une obligation, qu'il y ait des gens qui juste aient un toit, et qu'on se débrouille pour qu'ils aient quelque chose à manger, mais genre tout le monde en fait. Parce que le nombre de personnes qui ont un toit, mais qui n'arrivent pas à manger le soir, ou qui mangent genre un repas par jour... Et moi hier j'ai fait pour la première fois en fait j'ai fait une sorte de maraude, mais en fait on est dans un grand foyer quoi, et on fait à manger pour genre 40 personnes qui viennent, qui sont à la rue et tout, et c'était la première fois que je faisais ça, et c'était génial. Et en fait je me suis retrouvée confrontée à des gens que je connaissais en fait.
Et ça, c'est violent quand tu te dis, ah ouais, putain, ah ouais, ok. Ah, je te connais, toi, je savais pas que c'était aussi dur. Et en même temps, voilà. Et toutes ces personnes. Et c'est très dur. Et en même temps, je me dis, c'est trop cool déjà d'avoir. Parce qu'on était quand même pas mal de bénévoles hier. Et de pouvoir genre. Tu es incroyable. Non, mais désolée genre, de le dire, mais genre, je te coupe. Voilà, non, mais c'est juste où je me suis rendu compte vraiment hier soir que c'était vraiment ouf de laisser ces gens dormir tout seuls, comme ça dans la rue, alors qu'il fait -3 et que nous on est comme ça, on n'en peut plus, tu vois. Et vraiment, hier, je me suis vraiment genre, confrontée au truc de. Ah ouais, putain, c'est vraiment chaud. Et puis il y a des gens qui juste ont juste de l'argent pour se payer le transport, tu vois, parce que c'était pas à côté non plus. Et il y en a qui ont juste pas l'argent pour se payer le tram, alors qu'ils veulent juste manger, tu vois. Donc bon. En fait, j'ai deux choses, j'ai deux trucs Bip, bip, bip. voilà. Mais en fait, je sais pas du tout laquelle je ferais en premier. Ok. Ou que je ferais tout court. Je peux en proposer 3 du coup. Non mais juste, je voulais vous parler des deux parce que justement pour qu'on puisse. La première, c'est sur la prise en charge des gens qui sont addicts à la drogue, qu'elle soit dure ou pas d'ailleurs. Mes lois vont sembler tellement pourries. Alors, mais genre, juste. En fait, le truc, c'est que les espaces de prise en charge sont très difficiles parce que, étant donné que c'est pas légalisé, les personnes qui consomment sont criminalisées. Mais, alors que, bon, une addiction, c'est une maladie, voilà. Du coup, je trouve ça important quand même que... c'est justement, étant donné que l'addiction est une maladie, je trouve que la prise en charge des personnes qui sont addictes est hyper importante, mais genre, au niveau de la société, parce que bien sûr pour les personnes concernées, parce que ça les fait souffrir et traverser des choses pas possibles, et surtout que souvent ça va de pair avec des conditions sociales plutôt dures. Bon, ça dépend de quelle drogue et quel contexte, mais voilà. Il y a beaucoup de... les personnes addictes au crack à Stalingrad, c'est pas les gens les plus riches, quoi. C'est juste ce que je voulais dire. Oui. Non, mais pardon, excuse-moi, t'avais vu. J'ai presque fini. Mais aussi, en fait, le truc, c'est que... En fait, quand une personne est addicte à une drogue, ça affecte son entourage. Et du coup, je pense que, genre, au-delà de prendre soin des gens qui sont autour de nous, il y a aussi... le fait de prendre en compte que ça affecte les gens autour de soi. Juste pour rebondir par rapport à ça, genre il y a quand même des choses, mais juste c'est trop cher en fait aussi. C'est ça, parce qu'il y a énormément de thérapies, je connais des gens de loin qui ont suivi ces thérapies. C'est des thérapies très 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 dures, très très compliquées, parce que évidemment quand t'es addict à toutes sortes de drogues, même alcool ou quoi, c'est compliqué d'arrêter, mais c'est des thérapies qui coûtent beaucoup de cher très cher, et c'est des thérapies qui durent aussi très 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 longtemps. C'est-à-dire que si c'est par exemple des parents qui sont addicts ou quoi et qui doivent partir pendant quelques mois, qui s'occupent des enfants, tu vois, genre ce genre de choses. Donc c'est vrai que si tu parles que c'est bien que t'aies parlé à la fin du fait que de la prise en charge de tout, et du fait que ça devrait être un peu moins cher, surtout pour certains qui peuvent pas se le payer, quoi. C'est pour ça que la plupart ils vont en prison en fait. Quand on voit que une nuit en prison est beaucoup moins chère qu'une nuit en HP, ça pose un certain nombre de problèmes quand même. Vraiment. Le système carcéral en France, il est très très problématique. Mais je pense qu'il faudrait qu'on fasse un épisode dessus. Du coup, on est vraiment en train de s'égarer. Mais juste, je peux revenir à la deuxième du coup, proposition, parce que ça s'écarte plus du coup, mais en mode genre l'autre réforme avec laquelle j'hésitais je débattais, c'est genre légaliser la prostitution. Pour que juste les travailleurs et travailleuses du sexe puissent être protégés, juste. Parce que par exemple, en fait, puis le truc c'est que... Oui, voilà. En fait. Mais en fait, le truc c'est que dans tous les cas ça existe. Donc déjà, arrêtons d'essayer de fermer les yeux. Mais c'est genre... comme les dealers, hein. Oui, voilà, c'est ça. Mais voilà, ils devraient légaliser le cannabis. Oui, vraiment. Mais c'est vrai, mais ça serait moins dangereux en fait. Ouais, mais exactement. Bref. Mais genre, en fait, le truc c'est que aussi... si une pratique, si un métier n'est pas légal, après, genre, en fait, juste,
une prostituée ne peut pas porter plainte si elle subit des violences dans le cadre de son travail. Non, c'est méchant. Ça m'intéresse du coup. Non, j'étais en mode interdire pendant 10 ans les hommes d'être présidents. Non, mais par contre, tout le monde, le reste, tout le monde peut. Genre, juste des Moi, hommes j'aimerais bien que cis Sissan Taubira se présente en fait. Non, mais c'est nul comme réforme. Attendez, excusez-moi. Bah, si, c'est bien. Non. On laisserait Christiane Taubira présidente. C'est bien ça. Oui, mais attends. Bon, comme on parlait de l'école. Ouais. Et que j'ai pas aimé les nouvelles réformes qu'ils ont faites par rapport à l'école. J'aimerais bien qu'on apprenne des choses à l'école. Enfin, une réforme sur l'apprentissage et sur les matières qu'on doit avoir à l'école. Qu'on puisse avoir le choix déjà de choisir encore plus les matières qu'on veut. Et qu'on ne nous force pas à apprendre des choses qu'on n'a pas envie. Et qu'on ne force plus les enfants à faire des matières dont ils ne sont pas à l'aise. Dont le sport, voilà, j'en parle. Parce que ça me... Voilà. Du coup payer plus les professeurs pour qu'ils puissent apprécier leur travail et aussi avoir un réel classement, enfin pas classement mais un réel qu'on arrête de choisir nos professeurs partout de la terre entière parce qu'il y en a ils sont pas faits pour être professeurs et il y a aucun problème avec ça, mais ça devrait pas être un métier de genre se rabattre, tu sais, genre ça devrait être une vocation. De dernière option, genre. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont voulu faire plein de choses et qui n'ont pas réussi et qui sont devenus profs et ça se sent vraiment. Dans le travail qu'on nous donne. Et juste genre on n'est pas là pour se faire chier dessus, genre. Et le dernier truc, comme on parlait de justice, parce qu'en fait de base c'est le premier truc qui m'est venu en tête quand tu m'as parlé de réforme, c'est de punir mieux les violeurs. Voilà, en fait ça c'est ma réforme très 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 féministe folle. C'est voilà, moi j'opte pour la torture et je rigole pas trop en fait, donc non mais en vrai premier degré, genre je suis pas pour la peine de mort mais je suis pour la torture pour du coup c'est les violeurs, genre voilà, je trouve que c'est quelque chose qui est totalement que c'est adéquat. Et oui, exactement, parce qu'en fait voilà, j'ai un seul truc à dire et je vais me lever pour le dire. Parce que je sais que ça plaît pas à tout le monde et tout le monde n'est pas comme ça et tout le monde ne pense pas la même chose et je comprends et je m'en bats les couilles, genre. Parce que ma mère elle m'a toujours dit en mode oui mais tu t'es jamais dit il y a beaucoup de violeurs qui ont eux aussi été violés étant jeunes. J'ai en mode oui mais il y a aussi beaucoup de gens qui ont été violés étant jeunes et qui ne sont pas devenus les violeurs. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avec toi? Et je pense que c'est juste la sélection naturelle de la vie et je suis désolée que ça soit tombé sur toi et que tu sois devenu un connard ou je sais pas, mais genre c'est pas mon problème, je m'en bats les couilles de ton background, genre tu es devenu une merde, une piece of shit and now you're gonna pay, genre voilà, thank you. C'est trop bien de finir sur ça. Je vais conclure avec un truc peut-être un petit peu stop. Non mais je rigole, je vous aime bien les autres. Si vous voulez juste faire une recommandation lecture et tout, parce qu'en vrai je trouve que c'est trop bien de mettre de lire des autrices féministes et tout, qui peuvent en tout cas traiter de certains sujets. Même des films ou quoi. Même des films, voilà, n'importe quoi. Podcast et tout. Bon, podcast, les couilles sur la table, évidemment. Et écoutez le nôtre aussi. Et oui, pour comprendre. Mais sinon, moi, peut-être au niveau d'autrice, j'ai lu, du coup, comme j'ai dit, Judith Butler, Défaire le genre. Neige Sino qui a écrit Triste Tigre, qui est au prix Goncourt et prix Femina, qui parle d'un sujet très très fort, du fait qu'elle s'est faite agresser à la suite de l'inceste de son beau-père durant des années et des années et des années. Et pour terminer, je vous conseillerais Ovidie, La chair est triste hélas, qui est, moi je trouve que c'est une autrice et une personne et une femme à part entière incroyable, donc je ne pourrais que vous conseiller de lire. Et puis voilà, je crois que c'est un peu fini. Vous. Merci pour cet épisode parce que je trouve que les questions étaient vraiment bien. Ouais, c'était super travaillé. Genre. Ouais, voilà, et je pense qu'on pourrait en reparler longtemps et je pense qu'on refera des épisodes dessus. Clin d'œil. Mais genre, je trouve que c'était une bonne façon de commencer à aborder le sujet. Voilà. Ouais, franchement, j'ai rien à ajouter. Non, juste un dernier truc, juste en mode de... tout ce qu'on a dit, si on a pu paraître un peu haineuse envers certaines catégories de personnes. Moi, je suis pour la torture. non, mais c'est pas une blague, mais c'est... faut
Ah, il faut dire vite. Oui, non, c'est juste, on vous aime tous autant que vous êtes, no matter ton genre, no matter ta race, no matter whatever, voilà quoi. On aime tout le monde, voilà, on est des peace. Non, mais en vrai, je suis quand même dans ce truc de peace et je trouve que c'est important quand même de dire, voilà, soyez qui vous êtes, mais dans le respect d'autrui. Oui, voilà, juste on ne tolère pas la discrimination et les violences, c'est tout. Exactement. Bonne année. Ouais. Bonne année.